Allez, bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau podcast avec l'équipe 1000%. Bonjour Pierre, bonjour Vincent, ça va les gars, la forme? Ça va, Salut. nickel. Et bien aujourd'hui, on a la chance d'avoir Benoît qui est avec nous. Salut Benoît, ça va, tu vas bien? Merci beaucoup de nous accueillir dans ton garage, merci. De rien. Ben, on va te laisser te présenter pour les gens qui te connaissent pas, mais je pense que la majorité des gens qui vont nous écouter te connaîtront. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de trail et surtout d'ultra trail aussi. Donc comment se préparer et performer pour un ultra trail. Donc on va laisser Benoît se présenter nous expliquer un petit peu son parcours, ce qu'il a fait, ce qu'il a amené aussi au trail. Ça va être hyper intéressant. Nous dire aussi en ce moment ce que tu fais et les futurs projets. Ça va être cool. Ensuite, on va parler vraiment entraînement. Aujourd'hui, ça va vraiment être ça. Le but, c'est de vous donner des clés et vraiment des méthodes d'entraînement par Benoît. Du coup, donc on va parler un petit peu organisation de l'entraînement, comment se préparer à un ultra trail. On verra ensuite les séances clés pour vraiment rentrer dans la pratique. Est-ce qu'il faut faire des sorties longues, du fractionné, du plat? Ben, on parlera de pas mal de choses. Et dans un dernier moment, on parlera du mental, car c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important. Et je pense que Benoît sera le premier pour nous le confirmer. Je te laisse donc te présenter, Benoît. Libre à toi. Explique-nous un petit peu ton parcours. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené dans le trail? Donc, vas-y, je te laisse parler. Moi je m'appelle Benoît Girondel, je fais du trail, mais j'ai pas l'impression de faire du trail, on en reparlera, mais je fais de la course à pied en montagne et ce que j'aime bien c'est faire de l'ultra trail, donc des disciplines qui font 100 km et plus. Euh, Ce que j'aime bien dans la pratique, c'est que justement, en fait, pour moi, il n'y a pas de notion de course à pied vraiment, c'est plus de l'évolution en montagne. Et du coup, vu que je suis un amoureux de la montagne avant tout, c'est vrai que c'est ce qui m'a bien plu dès le début. Et comme je le dis souvent, et comme il y a beaucoup de gens qui me croient pas, mais en fait, j'aime pas courir. Ce que j'aime bien, c'est évoluer en montagne. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment différent. J'aime pas le geste de la course à pied. Je viens du vélo, donc j'ai fait du vélo depuis que j'ai 10-12 ans à peu près. Je faisais des compètes sur route. J'ai fait pas mal de vélo route surtout, ouais, et un peu de VTT également, du cyclocross. Donc toute mon enfance et mon adolescence, ça s'est tourné autour de cette pratique-là. Et bah donc du coup, on courait jamais en fait, on faisait que du vélo. Et je me suis lancé dans le trail quand j'ai un peu arrêté le vélo. J'ai eu un peu un moment de flottement pendant 1 ou 2 années là où quand j'ai arrêté le vélo, je me suis dit bon bah qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as envie de faire et est-ce que tu continues dans le sport ou pas. Et en fait c'est un défi. J'ai vu qu'il y avait une course la Saint-Élion là et je trouvais sympa de rejoindre Saint-Étienne à Lyon. Et avec un pote, on s'est inscrit et en fait, on s'est entraîné 3 semaines quoi. Et puis on s'est Après, Saint-Élion, c'est quand même pas que rejoindre Saint-Élion. C'est aussi la nuit. Il fait moins 10. Enfin, c'est aussi un contexte particulier quand même. ouais, ouais, ce qui fait que c'était l'aventure aussi, tu vois, partir à minuit, courir de nuit dans la neige et tout. Et en fait, je trouvais ça trop cool. Et je me suis lancé là-dedans. J'en ai bien bavé, tu vois. À la fin de la course, j'étais mort et tout. Je me suis dit, mais c'est pas croyable des courses pareilles. Et puis les semaines ont passé. Je me suis un peu renseigné sur Internet, voir s'il y avait d'autres événements du genre. Et en fait, j'ai vu qu'il existait tout plein de courses. Et c'est comme ça que je m'y suis mis, quoi. Et en fait, j'ai directement commencé par un format, ouais, bah, un format 70, quoi. Ma deuxième course, ça faisait 110 km. Donc, tu vois, je me suis directement lancé sur des gros formats. Donc, des fois, quand t'entends certains qui disent qu'il faut commencer petit et monter petit à petit, bah, moi, je suis pas rentré là-dedans. Après, je suis pas vraiment un exemple, mais comme quoi, ça peut marcher aussi, même si tu fonctionnes un peu différemment, quoi. Et puis voilà, bah, ça m'a plu et j'ai continué. Et puis voilà. Ouais, bon après tu étais un peu modeste parce que t'as quand même eu des belles victoires à ton palmarès quand même. J'ai vu que tu avais fait la Diagonale des Fous, que tu as gagné quand même 2 fois, donc c'est quand même assez. Félicitations à toi. D'ailleurs, on a eu un C'est champion énorme. du monde il y a pas longtemps d'apnée. Là, on a toi. Pour nous, on a beaucoup de chance de t'avoir, donc merci beaucoup. Et t'as quand même fait cette partie. Tu dis que ça a été facile peut-être pour toi de commencer par des longues distances. Mais c'est vrai que peut-être ce fond aussi que tu as fait au vélo, ça t'a pas mal aidé. Peut-être non, t'es pas parti d'une base zéro, non, pour les gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans le trail. Ouais, ouais, je pense qu'en fait, le vélo, j'aurais pas fait les saisons de trail que j'ai fait si j'étais pas passé par le vélo parce que
Bah, ça m'a vraiment apporté le cardio, enfin, ça m'a construit au niveau physique, au niveau cardio. Et, euh, et au niveau mental aussi, parce que le vélo, tu vois, quand tu fais du vélo un peu par toutes les saisons, quand ça caille et tout ça, Mm. bah, pour sortir, il faut bouffer des bornes. Et du coup, ben, je pense que tout ça, ça m'a construit. Et je vois qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui passent par le vélo pour être performants. Alors, c'est où ceux qui viennent du vélo, comme Julien Chaurier, par exemple, qui a déjà gagné la Diag aussi. En fait, il y a des anciens gars des anciens routiers, quoi, qui étaient ou pro ou en très bon niveau en vélo et qui se mettent au trail. Ou ben là, en fait, il y a des gens qui veulent performer au trail, mais qui se rendent compte qu'ils sont obligés de passer par le vélo pour performer. Donc, ouais, je pense que le vélo, c'est vraiment une base importante de notre discipline, quoi. Avec Pierre, on avait entendu un podcast hyper intéressant d'une médecin du sport qui disait justement, pour tous les sports qui sont sans impact, comme par exemple le vélo ou la natation, des fois les gens de faire attention sur la transition en course à pied, parce que c'est vrai, c'est des sports où il n'y a pas d'impact, où on a un gros coffre. Et justement, quand on va se lancer dans la course à pied, on peut avoir beaucoup de blessures. Au début, surtout sur la première année, est-ce que toi, ça a été le cas ou est-ce que tu as réussi à bien faire ta transition sans problème, sans pépin, en étant progressif peut-être? Ouais, non, je me suis jamais blessé. J'ai jamais eu de grosses blessures. Après, là, les 2 dernières années, c'était un peu des trucs, ouais, un peu chiants et tout. Mais je pense que c'était parce que ça fait 10 ans que j'en fais aussi. Mais, Ok. mais la transition même, non, j'ai pas eu de blessures particulières. Et en fait, j'ai toujours gardé en mode 50-50, tu vois, 50% vélo, 50% course à pied. Ok. Donc, Ok. il m'a Ouais, t'as pas aussi. fait une transition sèche où t'es passé de 0 à 100%, quoi. Non, bah non, impossible. J'aime pas courir, donc je peux pas me dire Ok, que de la course à pied, quoi. ok, nickel. Bah, écoute, merci pour cette présentation, c'était très complet. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Déjà, là, au niveau pour les gens qui nous écoutent, qui sont sûrement des trailers, pour toi, quelle qualité il faudrait avoir pour un trailer déjà et comment identifier un petit peu ses points faibles? Est-ce que c'est par exemple musculaire? Est-ce que ça peut être cardiaque? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire au niveau vraiment du trailer, de ses qualités qu'il faudrait avoir? Bah, en fait, ça dépend déjà dans le trail, pour moi, il y a différentes disciplines. Donc, tu vois, tu peux faire du trail et faire du kilomètre vertical. Donc, des montées sèches qui vont faire 1000 mètres de dénive ou des choses comme ça. Donc, des efforts qui durent 20 minutes. Et ça peut aller à des efforts qui durent 24 heures et plus. Donc, Ouais. déjà c'est pas du Aujourd'hui, tout aujourd'hui, sport. on va plus se concentrer sur l'ultra trail entre, je pense, allez, on va partir sur un petit 70 jusqu'à un 150, tu vois. Je pense que c'est 60 à 150, Bon, ce type même d'effort. Le 50, reste, on on va. prend, hein. Ouais, C'est pas mal déjà, 5 ans. ouais, 50, c'est bien. Donc, du coup, pour ce type d'effort-là, pour toi, ça serait quoi les qualités requises? Bah, moi, je pense que c'est l'endurance avant tout, quoi, parce que, enfin, moi, quand je m'entraîne, 90% de mes entraînements, c'est de l'endurance fondamentale. Et à côté de ça, en fait, je mets un peu des séances de vitesse pour essayer de débloquer un peu le tracteur. Mais en fait, ouais, la clé, c'est vraiment l'endurance, quoi. Tu vois, l'endurance et avoir un gros mental. C'est un peu les deux qualités qu'il faut avoir, je Ok. pense. Quand tu parles endurance, ça veut dire réussir à durer, à faire des séances de plus en plus longues dans le temps. C'est ça pour toi l'endurance? Ouais, ouais, bah tu prends ton vélo et puis tu fais une sortie où tu te mets pas dedans au taquet, tu vois, mais où tu arrives à faire 5-6 heures de vélo ou pareil en montagne, tu vois, où tu fais de la rando course en montagne, mais c'est surtout ne jamais faire monter le cardio. Après moi, avec l'expérience, en fait, j'ai appris à me connaître et j'ai jamais fonctionné avec un cardio, tu vois, j'ai jamais mis de cardio de ma vie, par exemple. Et donc c'était marrant de discuter en amont de tout ça ensemble parce que je me disais mais moi je vais leur dire que j'aime pas courir, je vais leur dire que cardio, je vais leur dire que tout ça et en fait tu vois mais moi ça m'a réussi en fait parce que je me dis que je pense que si je m'étais mis trop de contraintes niveau entraînement et suivi, j'aurais pas pu durer comme ça, tu vois, parce que en fait quand j'ai arrêté le vélo, je me suis dit t'arrêtes le vélo, c'est pas pour te mettre des contraintes dans un autre sport. Et en fait, quand je me suis retrouvé à faire du trail, j'ai adoré ça parce que c'était juste, bah, tu prends tes baskets, tu vas faire 5 heures ou 2 heures, enfin, tu roules, tu fais comme tu veux, tu fais de la course à pied et tout ça, mais tu te prends pas le chou, quoi. Et j'ai toujours regardé ce truc-là, et c'est pour ça que je suis pas forcément un exemple pour tout ce qui est cardio et tout.
Du coup, t'évolues à l'instinct, mais est-ce que tu pourrais donner aux auditeurs quelques critères clés sur lesquels tu te raccroches, par exemple au niveau cardio quand tu es en train d'exploser, quels sont les paramètres que tu prends en compte? Ben, c'est que quand ça. Le truc, c'est que j'ai appris à me connaître en faisant mes premières courses, tu vois. Et en fait, quand tu vois, par exemple, dans certaines montées où t'as vraiment l'impression de forcer à courir et ou de rentrer dedans, ben, tu sais qu'il vaut mieux marcher, quoi, parce que ça sert à rien de forcer vraiment à courir. Donc, souvent, ça, j'arrive à le retrouver un peu comme ça quand les pentes changent, tu vois. Mais c'est surtout, en fait, que, ouais, faut toujours être dans une aisance, tu vois. Par exemple, peut-être qu'un truc qui peut marquer, c'est de toujours avoir la possibilité de pouvoir parler, tu vois, par exemple. Si tu as un collègue avec toi, de toujours de pas te forcer à te dire bah, là, j'arrive plus à parler et tout, c'est que bah, déjà, niveau cardio, t'es trop et t'es plus en endurance fondamentale, quoi. Donc voilà, si tu arrives à discuter pendant 5 heures avec ton collègue, ça peut être un beau facteur, quoi. Et toi, pendant tes entraînements, ça représente combien de pourcentage à peu près l'endurance fondamentale? 100%, 80%? Enfin, si tu devrais 90. à peu près 90, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Ouais, bah c'est ça, c'est entre 80 et 90 à peu près. Ok. Et après Mais les 10% qui restent, qu'est-ce que tu fais du coup? Ça doit Tu te faire mal, je forces. pense. collègues qui font des courses plus courtes. Et du coup, en fait, je fais les entraînements avec eux. Ok, Et du coup, eux, ils sont pas dans l'endurance. Et du coup, bah, on se tire la bourre et on fait ça comme ça, tu vois. Mais après, je fais aussi un peu des séances un peu, on va dire, de qualité en essayant tu vois, en faisant des 1 minute, des 2 minutes ou des choses comme ça. Mais pour moi, c'est tellement pas agréable et du coup, en fait, je prends pas de plaisir à le faire. Et du coup, c'est vrai que j'en fais pas énormément, quoi. Et en fait, ok. mes séances un peu qualité, c'est où je fais de la force sur le vélo. Je fais pas mal de force à vélo. Et pour faire monter le cardio, après, ouais, c'est ou des compétitions, des courts formats, tu vois, des 10, 20 kilomètres, où je me force à courir vraiment à balle dès le début, sans forcément penser aux résultats. Et donc ça, c'est un peu mes séances de vitesse. Mais sinon, ouais, bah, c'est courir derrière les copains qui courent vite, quoi. Et quand tu dis force sur le vélo, ça correspond à quoi? Bah, de la force à vélo, ben, l'hiver, je le fais ou sur un trainer, et sinon, ben, quand il fait beau, enfin, quand il pleut pas, je le fais dehors. Mais bah, tu mets un gros braquet, en fait, et tu restes assis sur la selle. Et le but, c'est d'emmener un gros développement sans forcément forcer énormément, mais en gardant voilà, une cadence de pédalage qui est pas forcément toute petite, mais pas trop élevée non plus. Et je fais ça sur des trucs qui durent entre 5 minutes souvent. Je fais 5 minutes et 5 minutes de récup à peu près et t'en enchaînes 5-6 quoi sur une sortie. Ok. Et quand tu fais, juste des questions par rapport à ça, quand tu fais de l'intensité, que tu nous dis par exemple des blocs de 1 à 2 minutes d'effort, est-ce que du coup tu vas réduire ton volume d'entraînement sur cette séance-là? Ou est-ce que tu maintiens quand même un volume? Par exemple, tu vas faire 1 minute d'effort ou 2 minutes d'effort, tu vas t'arrêter au bout d'un moment, tu vas récupérer, et après tu vas enchaîner ça en gardant le même volume que d'habitude, ou est-ce que tu vas quand même diminuer ton volume Non, d'entraînement dans la séance? en général, ouais, sur la séance elle est plus courte quoi. Ok, toujours. Ouais. Et est-ce que tu es accompagné sur toute ta charge d'entraînement? Est-ce qu'il y a un coach qui te suit, qui te planifie un petit peu ta charge d'entraînement? Au début, ouais, Ou- les premières années, j'étais avec Benoît Nave, un gars qui est sur Annecy et qui est assez calé sur tout ça, sur la nutrition et tout. Et du coup, j'étais dans l'équipe avec Xavier Thévenard et un gars qui est aussi costaud. Et du coup, c'est lui qui nous orientait un petit peu, mais on était un peu dans la même philosophie. Lui, il vient du ski de fond, du coup, il faisait beaucoup de ski de fond. Et du coup, on avait ce besoin d'être un peu autonome quand même. Et moi, ce que j'avais bien aimé, c'était que ouais, il nous donnait un peu des tips, tu vois, pour structurer un peu le truc, mais sans forcément être cadré, quoi. Ok. Et ouais, vas-y Pierre. Au final, pas mal d'entraînement au feeling. C'est d'entraînement plaisir en fait, 90% du temps, si je comprends bien. C'est ça le leitmotiv, non? Ouais. Bah, en fait, comme je te disais, si j'ai arrêté le vélo, c'était pas pour me prendre la tête sur un autre sport. Et, euh, et en fait, j'ai toujours gardé ça en tête, à me dire que ben, si tu te relançais dans quelque chose, tu le fais vraiment pour le plaisir et sans te prendre la tête.
Et j'ai toujours gardé ça et c'est réel en fait. Je me suis jamais pris le chou, tu vois. Il y a des fois où si j'ai pas envie de sortir, bah je sors pas et puis voilà quoi. Ouais, moi en fait je pense que je me suis retrouvé là-dedans et c'est ce qui a construit mon équilibre quoi. Après, Ouais, quand Et tu c'est. dis si j'ai pas envie de sortir, je sors pas. Je pense que tout le monde a bien compris que quand même il y avait au moins 15 heures de course à pied dans la semaine, qu'il pleuve ou qu'il vente quoi. C'est juste qu'il y avait un jour qui sautait Ouais, de temps ouais, en non, mais temps. ouais, en fait, mais c'est même pas la météo. Moi, j'aime bien courir par tous les temps, tu vois. Et c'est vraiment si j'ai pas envie, quoi. Si, par exemple, parce que j'ai un boulot à côté, et du coup, bah, si j'ai travaillé de nuit ou que je suis fatigué et tout, bah, j'y vais pas, quoi. Et puis c'est pas grave. oui, j'ai cru comprendre que tu faisais 35 heures à la SNCF du coup. Je sais pas si c'est toujours le Ouais. cas. Et tu faisais 35 heures d'entraînement quand même. Donc ça fait un bon Ouais. 70 heures. Mm. Mais Ok. sur une journée de 4 heures x 7, ça va, c'est pas énorme. Oui. Oui. Donc tu travailles 35 heures et tu prends 35 heures de plaisir en fait. C'est ça ta semaine. Ah ouais. Non, parce qu'il y a 10% de violence quand même. Ouais, il y a Ouais, ouais. 10% à l'intérieur. Et au niveau du coup, si tu devais aider les gens à construire un peu leur entraînement par rapport à justement le coach que tu as eu auparavant qui t'a un petit peu aidé, est-ce qu'il y a des cycles un peu, par exemple, où tu vas d'abord augmenter le volume, après tu vas augmenter le dénivelé? Est-ce que tu as un peu une logique pour aider les gens dans leur préparation à faire un ultra trail? Ouais, ben en fait, vraiment en amont, il faut manger des kilomètres, des kilomètres. Et après, là où Plutôt ça, sur plat? Plutôt sur plat au début, tu conseillerais ou on peut commencer direct la montagne? bah non, moi j'habite au pied de la montagne, du coup le plat, j'aime pas ça. Ok. La seule fois où On j'ai a... couru piste, c'est à l'arrivée de la Diagonale des Fous parce que c'est à l'arrivée sur un stade, mais sinon j'ai jamais fait de piste. Ok. Donc non, je prends mes baskets, je pars de chez moi et puis je vais courir dans le Vercors, donc Ok. j'ai pas trop de tout ça, mais je pense qu'en ultra, en fait, il faut toujours manger des kilomètres. Enfin, tu vois, ceux qui performent en ce moment, c'est ceux qui font du ski de rando, par exemple. Et du coup, ben, ils font énormément de dénivelé l'hiver. Mais je pense que ce qui est important, c'est de casser un peu le truc et de pas forcément courir tout le temps. Et bah, tu vois, comme là, en hiver, bah, si suivant dans quelle région tu habites, ben, si tu as l'occasion de faire du vélo, fais du vélo. Si t'es vraiment en montagne, ben, fais du ski. Mais en fait, il faut juste manger des heures, manger des heures, manger du dénivelé. Et là où ça commence à s'affiner, c'est peut-être on va dire les 6 dernières semaines à peu près, où là tu rentres bah, vu que t'as fait beaucoup d'heures dehors, là il faut commencer à affiner un petit peu et faire des séances un peu plus rythmées. Et c'est là où, bah, en fait, moi je m'inscrivais sur des courses, sur des formats 20-30 km. Et ça marchait bien, enfin ça marche bien. Et souvent c'est aussi à 4 semaines avant. 4 semaines avant, tu fais un gros bloc, donc tu essayes de charger à mort pour justement après pouvoir surcompenser et arriver le jour de ton événement en étant vraiment au pic. Et ça marche bien aussi, tu vois. Donc il y a ce truc de surcompensation qui est sympa. Qu'est-ce que Ouais, tu vas-y entends par Vincent. gros bloc? Est-ce que tu pourrais nous vulgariser un petit peu ce fameux bloc? Bah, un gros bloc, en gros, tu fais 4-5 jours à peu près. Et moi, un bloc type, c'était, bah, par exemple, le premier jour, je pouvais faire 200 km de vélo. Le deuxième, peut-être faire 2 séances par jour en trail, tu vois, par exemple. Je me souviens d'un week-end où j'avais fait une course j'avais fait un 100 km le samedi. J'étais allé en vélo, j'avais fait un 100 km, j'étais revenu. Du coup, ça m'avait fait 100 km en courant, plus 80 à peu près en vélo. Et le lendemain, j'avais refait une course de 40. Et Ok. du coup, j'avais fait une course de 40 et j'avais rallongé en courant encore 20-30 km, tu vois. Donc, en fait, il faut vraiment charger pour que le lundi, quand tu ailles au boulot, tu sois cramé complet. Et c'est où ça passe et tu surcompenses sur tes 4 semaines. Et bah, du coup, ces 4 semaines-là, tu t'affines un peu plus, tu gères à pas faire la séance de trop parce que sinon, tu peux vraiment te griller complet. Et, euh, et moi, ça a toujours bien fonctionné, ouais, parce que ouais, je pense que je fonctionnais comme ça, donc enfin, je fonctionne comme ça. C'est quoi l'indicateur Ça, pour toi de la séance en trop? C'est la force du point fermé, là? Je t'ai entendu parler de la bonne nuit, le point fermé le matin. Comment t'évalues Ouais, ta fatigue?
marrant que tu me rappelles ça. Ouais, moi, c'est un peu le facteur. En fait, c'est bizarre, tu as vu que je fonctionne pas du tout au cardio ou à la VFC et tout. Moi, enfin, c'est quand tu te lèves le matin et que tu vois, tu fermes ton poing et tu sens que t'as pas d'énergie en fermant ton poing. Là, pour moi, c'était un peu la clé à me dire, ouah, là, je suis cramé, quoi. Et, mais après, il y a d'autres trucs, tu vois, les sensations que tu as quand tu cours et tout, ça peut être aussi un facteur, mais le côté fatigue, ouais, j'aimais bien le représenter comme ça, ouais, j'aime bien le représenter comme ça. Et ces blocs d'entraînement là que tu fais 4 semaines avant, tu les fais juste à ce moment-là ou est-ce que même pendant ta préparation, à des moments, tu vas commencer progressivement à te faire des petits blocs où tu vas monter? Par exemple, j'imagine que, est-ce que par exemple avant, tu te dis, ben, je vais passer à une course de 5, je vais faire un 50 km avec le lendemain un 30 km et après progressivement, ton bloc d'après, ça va être 70 km avec 50 km jusqu'à arriver à ton gros bloc? Ou est-ce que tu fais juste un bloc comme ça? Ben non, en fait, après c'est parce qu'on en fait aussi souvent, mais les saisons en fait elles s'enchaînent assez rapidement et en fait tu vas faire une course déjà il va falloir récupérer de ta course et donc en fait c'est cyclique quoi. Donc j'ai pas besoin forcément d'enchaîner des blocs comme ça quoi. Ok, Donc tu d'accord, vois Et ok. les courses, tu les enchaînes tous les combien? Est-ce que tu définis en fait des principales courses que tu vises et t'adaptes ton entraînement autour? en ultra ouais en fait en ultra tu fixes un peu en début d'année ton calendrier. Et tu fais pas énormément de courses, quoi, parce que pour récupérer d'une course de 24 heures, mentalement déjà, des fois c'est compliqué. Et moi, j'aimais pas en faire énormément. Il y en a qui aiment bien enchaîner et vraiment faire beaucoup, beaucoup. Moi, c'est pas mon cas. Du coup, j'aimais bien me fixer deux, trois objectifs dans l'année. Et après, autour de ça, des courses peut-être un peu plus régionales ou nationales, tu vois. Mais en fait, j'aime pas forcément courir, j'aime pas forcément le côté compétition. Enfin, me battre contre les autres, j'aime pas ça. Et du coup, c'est pour ça que j'aime pas forcément mettre beaucoup, beaucoup de dossards, quoi. Mais après, c'est plus Ok. ça aussi, quoi. C'est un peu. Et souvent, on parle de volume d'entraînement. Toi, comment tu quantifies ton volume d'entraînement? On avait eu Nico Vandel, je ne sais pas si Ouais. tu connais, qui nous avait parlé justement lui, de sa méthode. En fait, il compare en fait, il associe le temps avec la RPE, donc la difficulté de la séance, pour avoir un volume hebdomadaire. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent, il a sorti un livre la dernière fois qui était en rupture de stock. N'hésitez pas à aller le lire parce qu'il est vraiment très, très intéressant sur la préparation physique. Et je voulais justement avoir toi ton avis par rapport à ça. Comment tu fais pour quantifier ce volume? Bah, c'est pas. En Enfin, fait, moi, est-ce que tu C'est le le quantifies feeling aussi, hein? encore. Ouais, est-ce que mais tu le non, mais quantifies? Ça se trouve, non, hein, j'en sais rien. en fait, c'est totalement ça. En fait, c'est le feeling, quoi. Tu vois, c'est déjà le temps que tu peux avoir en dehors du boulot, tu vois. Donc déjà, il faut mixer par rapport à ça. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être se reconnaître en moi parce que la plupart des gens, en fait, ils bossent, quoi. Et moi, ça a toujours été mon cas. Donc, bah, c'est de mixer avec le temps libre que tu as et puis en fait, t'enchaînes comme ça, quoi. T'enchaînes Ok, tes heures. Et c'est sûr que s'il arrive le dimanche et que tu regardes et que tu as couru en fait, t'as fait que 10 heures de sport dans la semaine, tu te dis, bah non, là, c'est sûr que le feeling, ça suffira pas pour gagner une course. Mais ouais, en fait, j'ai pas de méthode vraiment, quoi. Tu vois, j'aime bien me mettre souvent une ou deux grosses séances de vélo dans la semaine. Donc ça, je les cale comme ça. Et après, des séances un peu plus courtes. Si tu vois, les séances d'intensité, du coup, tu sors que 2 heures. Donc, bah, déjà, ça réduit un peu. Et en fait, c'est comme ça, tu vois, mixer. Si le lendemain de ma séance d'intensité, je me sens cramé, bah, je vais réduire en fonction ou pas, tu vois. Donc, j'ai pas vraiment de semaine clé. En fait, la plupart du temps, mes semaines, c'est je fais de l'endurance, je fais de l'endurance, je fais de l'endurance. Et dès qu'arrive l'événement, bah, là, je commence à affiner à 6 semaines avant, à, tu vois, à être un peu plus précis et à régler un peu certains trucs. Mais voilà quoi. Mais est-ce que, enfin, en t'écoutant comme ça, t'as l'air un peu un extraterrestre de l'ultra trail, hein. Je sais pas si t'en as conscience, mais t'as l'impression de pas courir, tu prends que du plaisir, t'évolues dans la montagne. Et peut-être l'ensemble des auditeurs et nous-mêmes, quand on court, tu vois, on sait qu'on court, il n'y a pas que du plaisir. Comment tu pourrais nous transmettre, en fait, toi, ta façon d'évoluer, tu vois? Est-ce que tu organises tes semaines avec des plages horaires où tu sais que tu vas courir et prendre du plaisir? Enfin, comment tu pourrais nous vulgariser un petit peu ta façon de voir le truc pour des vrais Bah déjà, terrestres. j'ai l'impression que c'est un peu le gars simplet qui court dans la montagne. Mais non, en fait, c'est moi, c'est enfin, c'est ma vision des- tu vois,
Je me dis que bah déjà c'est trop cool de pouvoir être dehors. Il y en a qui n'ont pas forcément cette chance. Moi, j'habite au pied de la montagne, donc c'est trop bien. De voir les saisons, de voir l'automne, de voir l'hiver, de voir le printemps qui sort. Et en fait, c'est tout ça que moi j'aime, tu vois, c'est quand bah tu cours, tu vois les fleurs, enfin tu vois ça fleurit, tu te fais un coucher de soleil, tu te fais un lever, tu cours, tu sors sur une mer de nuages. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là que moi j'essaye d'aller chercher dans mes séances, quoi. Ouais, tu Et t'émerveilles en fait. ouais, ouais. Bah en fait, c'est ouais parce que j'ai peut-être aussi le terrain, tu vois, mais ceux qui courent sur la prom, c'est cool aussi parce que tu peux avoir tu vois la mer sur différentes couleurs. Enfin, tu vois, moi j'essaye de m'émerveiller un peu de tout ça, quoi, des choses assez simples. Parce que bah, en soi, à la gare, c'est pas toujours rose et des fois, c'est pas très marrant. Et tu te dis, ben là, tu as la chance d'avoir tes deux jambes et un cœur pour y aller. Ben, va dehors, va t'éclater. Et puis, ouais, moi, c'est comme ça que j'ai toujours un peu fonctionné, quoi. Ok. Et en termes de nutrition, t'es pareil, t'es juste au feeling ou est-ce que tu travailles un petit peu ça quand même en amont? Parce que on a eu Nouchka, je sais pas si tu connais, qui nous a parlé de l'importance de la nutrition pour les sportifs d'endurance. Donc Super toi, épisode justement, qui va arriver bientôt, mais toi, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller du coup et comment tu fonctionnes vis-à-vis de ça? Si, ouais, c'est quand même important parce que, enfin, moi, j'assimile à peu près tout, donc c'est pas très gênant, mais c'est que il faut faire gaffe. Ouais, nous, la spécialité chez nous, c'est la caillette et les ravioles. Et du coup, je peux Et la prends des petites chartreuse. Après ravioles ça, dans il y la a- poche. Et la chartreuse quand même. et la chartreuse aussi. Non, mais vu que tu as beaucoup d'impact, ça te sollicite pas mal. Et ceux qui débutent, en fait, souvent les erreurs qu'ils font, c'est d'avoir mal au ventre et d'arrêter sur des trucs un peu comme ça. Donc il y a un peu des clés à avoir, tu vois, des trucs à manger du riz et du poulet ou des choses un peu simples, des légumes cuits, éviter les trucs un peu trop, ouais, tout ce qui est cru, tout ça, en approche des courses, c'est un peu compliqué. Euh, et puis voilà, histoire en fait de préserver au mieux ton ventre, quoi, parce que c'est un peu le truc un peu clé aussi. Et après, pendant la course, pour moi, j'ai toujours assimilé une course comme une journée normale, on va dire. Et donc, il faut pas forcément manger des aliments hyper sucrés. Et donc, il faut faire attention à sa glycémie, c'est important. Donc, tu vois, si tu manges des trucs très très sucrés, après tu vas avoir des pics d'intensité et tu vas faire un peu le yo-yo. Donc, c'est essayer de garder une glycémie assez stable. Et donc ça, je le respecte. C'est pour ça que je mange, on va dire, des choses un peu simples. Et maintenant, il existe des bars et des aliments qui sont bien dans ce thème-là. Donc voilà quoi, c'est un peu le truc. plutôt liquide, tu prends quoi? Tu prends dans une boisson, des compotes et en même temps du solide ou qu'est-ce que tu manges à peu près sur un ultra? Non, moi je tourne aux bars, des bars solides, tu vois. Donc il y a Baou qui font des bars qui sont très très bien. Ils se sont mis à faire des compotes également. Et après en termes de liquide, moi je tourne surtout à l'eau parce que j'aime pas avoir cette sensation d'être saturé en sucre ou en boisson. Et Ok. donc pour compenser un peu, j'ai tendance à me faire une flasque de ceinture, tu vois, que j'enlève en gaz et une eau plate. Puis je fonctionne comme ça. Ok. Et pourquoi tu prends des bars et pas des compotes? Justement, c'est le fait que ce soit trop sucré, peut-être, trop concentré en sucre? Non, mais là, Ou c'est toi? ouais, les compotes de maintenant, en fait, c'est en termes d'IG et tout ça, c'est à peu près comme les bars. Mais Ok. je mixe un peu les deux parce que en fait c'est le côté satiété de te dire toutes les heures tu manges la même barre, au bout d'un moment t'en as un peu ras le bol. Donc mixer un peu entre barre et purée, c'est plus sympa, quoi. Ça se Et dans... rapproche de purée de fruits ou de légumes que de la compote, en fait. Ok. Et là, Vas-y, Vincent. tu te connais bien, mais tu as dû faire quelques erreurs sur ta nutrition. C'était quoi tes erreurs du coup? Mes erreurs en nutrition, bah, en fait, moi, ce que je crains un peu, c'est le mal au ventre. Et donc, c'est surtout bah, quand tu sens que t'as froid et tout, c'est vraiment de se couvrir. C'est important pour, histoire de pas choper mal au bide et que tu sois obligé d'abandonner là-dedans. Et après, les erreurs, parce que, en fait,
tu peux, ouais, il y en a certains qui prennent beaucoup de gel et tout ça. Et je pense que c'est compliqué en ultra. Il y en a qui tournent qu'au gel pendant 24 heures. T'as un gars qui s'appelle Ludovic Pomeray, qui est très très fort aussi et qui se connaît très bien et qui tourne qu'au gel, mais je sais pas trop comment il fait. Mais en fait, c'est si tu arrives à l'assimiler, quoi. Le problème d'un gel, c'est que tu es obligé d'en manger toutes les 20-30 minutes pour essayer de garder une glycémie stable, quoi. Donc dès que tu as commencé à goûter à ça, en fait, c'est vite compliqué, quoi. Donc c'est pour ça que moi, dans un ultra, en fait, j'aime bien retarder au maximum la prise de sucre. Et donc tout le début de course, en fait, jusque sur un 160 par exemple, jusqu'au 80, bah, je vais manger que des choses où il y a un IG qui est assez bas et prendre de l'eau, tout ça, et ne pas mettre de sucre dans mon alimentation. Et de plus la mettre à partir du centième, 120e, à boire du coca et tout, pour bah, justement, vu que tu es un peu cuit et que tu commences à être fatigué, d'apporter un peu plus de sucre et de sucrer un peu plus ton alimentation. Mais la clé, c'est peut-être ça, c'est d'essayer de retarder au maximum ta prise de sucre rapide, quoi. Et qu'est-ce que tu manges du coup alors pendant les 80 premiers kilomètres si t'as pas une alimentation sucrée? Enfin, très peu sucrée avec un IG bas, pardon. Et Caillettes, ben, ravioles. Chartreuse. des ravis. Non, mais j'aime bien des petites boules de riz, tu vois, où tu peux mettre un peu de thon, des choses comme ça, Ouais. ou enfin, tu vois, si t'as quelqu'un qui te fait ton ravito, de manger de la patate douce, du poulet, des choses comme ça. Et après, bah, quand t'es en course, vraiment sur la course, bah, tu manges tes barres quand un indice glycémique qui convient, donc ça c'est bon. Mais sur les ravitaux un peu perso, ouais, c'est de manger des choses qui se rapprochent un peu plus du quotidien, quoi. Donc, manger du riz, manger de la patate douce, et puis, ouais, du poulet. Un poulet, c'est très bien. Ok, Ouais, mais je t'ai écouté dire vas-y. que finalement, ta nutrition sur la course, tu voulais qu'elle se rapproche de tes journées, en fait. Tu pars pour 24 heures et t'es pas là pour te mettre du sucre rapide. L'idée, c'est que tu te rapproches de ta nutrition habituelle, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que pour moi, ouais, ça va être un effort de 24 heures, mais en fait, il faut. En soi, notre corps, il est habitué parce qu'on s'entraîne beaucoup et il faut se mettre en tête que ben, tu es sur une journée normale et sur une journée normale, va t'amuser à manger du sucre ou des sneakers toute la journée. Bah, en fait, tu vas saturer, quoi, et ton organisme, il va te dire qu'il faut arrêter. Et donc, c'était plus dans cette notion-là, quoi, de te dire, bah, de te rapprocher de quelque chose de naturel et d'une journée un peu classique. Parce qu'au final, c'est une journée classique. C'est juste que Et, l'intensité est un peu différente. et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle aussi de la compétition, mais 99% du reste, au final, c'est le quotidien. Et dans le quotidien, qu'est-ce que tu manges? Est-ce qu'il y a des choses dont tu fais attention, comme le déficit calorique? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fonctionnes pour t'alimenter au quotidien avec tes entraînements? Et ben, j'ai eu cette discussion il y a pas très longtemps avec ma copine là, et en fait, on s'est rencontrés un peu après, et elle me disait, mais elle est, et du coup, elle me disait, mais tu t'as jamais pris de compléments alimentaires, t'as jamais pris tout ça? Et en fait, c'est vrai que j'ai jamais trop, je prends surtout de la spiruline, tu vois, pour essayer de me remonter tout ça. Mais ouais, j'ai pas trop été dans les compléments et tout. C'est pareil, c'est toujours dans cette notion de pas envie de se prendre la tête. Ouais, non, mais juste toi, combien par exemple, est-ce que tu fais plusieurs repas dans la journée? Parce que tu t'entraînes 3-4 heures par jour. Comment tu fais pour manger déjà, pour t'alimenter? Tu le fais avant, après? Ah, le quotidien, ouais, bah, le quotidien, Ouais. c'est, le matin, j'aime bien en me levant manger des œufs, tu vois, donc me faire une omelette. Une omelette, c'est sympa. Et puis, bah, du coup, ça te permet de tenir un bon moment. Après, quand je m'entraîne, les entraînements, je mange très rarement et je bois très rarement aussi. Donc, ça m'arrive de faire des séances de 5 heures sans manger ni boire. Et je trouve que c'est assez intéressant aussi pour habituer son corps à faire un peu tu vois, pas un peu à choquer ton organisme et tout. Et donc, ça, j'aime bien. Je trouve que c'est assez intéressant de te rendre compte qu'en fait, tu peux t'entraîner pendant 5 heures et pas forcément avoir de baisse de régime. Et donc ça, c'est des paramètres aussi qui sont sympas à essayer. Et en fait, c'est propre à chacun. Donc ça, c'est les sensations et tout, c'est propre à chacun. Mais ouais, après, c'est ça. En fait, c'est manger un peu normal. Après la séance, je me refais un petit truc. Tu vois, en fait, Au j'ai pas feeling de encore. Et, et, Ok, vas-y, vas-y, et Pierre. du coup, tu pars 5 heures sur le vélo et t'as pas de bidon rempli. Non, le vélo, c'est différent. Le Ah, vélo, tu peux
vite faire une Ah. hypo en vélo, chose que tu ne peux pas faire en courant. Enfin, moi, je trouve que même en étant habitué, je peux une sortie de 5 heures à vélo si j'ai pas une barre. Des fois, je rentre, j'ai des taches noires dans la vision parce que je suis cramé, quoi. D'accord. Donc, ça, ça, j'arrive à, j'arrive à savoir que c'est pas intéressant de le faire parce que je l'ai testé, tu vois. Mais, en courant, c'est pas pareil. En courant, en fait, moi, j'ai pas cette notion cette envie de manger et boire. Donc, en fait, c'est en testant les trucs, quoi, que tu te rends compte que si t'as pas forcément besoin de ci, de ça. Et c'est sympa parce que du coup, ton corps, il s'habitue à certaines choses. Et en course, même si dans ta tête, tu dis que c'est une journée normale, mais non, c'est pas une journée normale en soi. Et ben, si ton corps, tu l'as habitué à ne pas manger ni boire pendant 5 heures ou quoi, et si là, toi, pendant ta course, c'est un peu cadré et tu te dis, bah, je me force à manger toutes les 45 minutes, je bois régulièrement, tout ça, bah, au final, enfin, c'est cool. Donc lui, il se dit, bon, bah, il va, il va me solliciter pendant 24 heures, mais il va essayer de m'alimenter comme il faut. Et donc voilà, c'est en ça que c'est sympa Mais de tester. du coup, tu stresses un peu ton organisme en ne pas mangeant, en ne pas buvant. Donc ça, on peut comprendre que ton organisme, il va s'adapter, il va réagir à ça. Mais est-ce qu'au contraire, tu vas l'entraîner à t'alimenter, par exemple, en te rapprochant de de la compétition? Est-ce que tu vas te réhabituer, en fait, à manger pendant ta course? Non, non, non. Ouais, enfin, c'est vrai que en termes d'alimentation, il y a vraiment que pendant la course où je me mets un truc sur ma montre à une petite sonnerie, tu vas dire, ben, toutes les 45 minutes, mange un bout de bar et fais comme ça. Mais non, non, non. Le reste du temps, dans mes entraînements, je reste comme ça, ouais. J'ai pas ce truc à me dire, ça approche, du coup, il va falloir te réhabituer, quoi. Ok. Ok. Et est-ce que tu fais des bilans santé, des bilans sanguins pour surveiller un petit peu tes paramètres ou pas du tout? Oui, ça, enfin, j'ai remarqué que, bah, après, c'est comme tout sport d'endurance, t'as tendance à avoir des carences en fer. Et ça, c'est vrai que c'est un peu le paramètre à pas négliger parce que tu peux vite tomber dans un truc où t'es cuit et t'as vraiment du mal à te relever. Donc ça, il faut faire assez attention, ouais. J'ai un médecin Ok. qui donc ça, ouais, on fait une prise de sang pour voir et pour essayer de faire remonter un peu si on voit que c'est un peu trop bas, quoi. Et comment tu Et le fais remonter du coup, ton taux de fer? Et ben, des boulons. de quoi? Non, J'ai pas entendu. Il mange des boulons. je disais, je des boulons, mais non, la spiruline, c'est pas mal. La spiruline, ça, un niveau apport en fer, c'est bien. Et non, j'ai pas eu de. Après, tu peux passer sur des trucs encore plus importants. Mais moi, la spiruline, ça me suffisait à me faire remonter tout Mais ça. quoi, Ouais, tu te fais des Tu vas salades pas de chercher le foie spiruline? de veau ouais, foie de veau, tout ça, non, pas trop. Mais en spiruline, tu arrives à avoir assez de quantité de fer. Euh, Pour moi, ça me suffit, ouais. d'accord, mais Ouais. tu prends ça quoi en paillettes de spiruline que tu te mets sur une salade? Ah, les baguettes, je sais pas si vous avez goûté, mais c'est dur. Ouais. Et moi, ça, c'est un goût prononcé. Et non, moi, en gélule, c'est pas mal aussi. Et en fait, tu perds pas tant que ça en termes d'apport. Les paillettes, c'est encore plus fort en fer. Donc, si tu arrives à le manger, c'est cool. Mais sinon, en gélule, c'est bien aussi, tu vois. Et puis, tu te fais des cures, en fait, de spiruline. Et ça passe bien, quoi. Mm. Ok. En termes d'alimentation, tu manges de tout, viande, poisson, protéines végétales, il n'y a pas de restriction, tu fais pas attention particulièrement. Non, 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 je fais pas attention. Après, j'ai tendance à pas manger beaucoup de viande. Ben, c'est Ouais, plus c'est option, quoi. Mais non, non, je me refuse rien. Et puis, c'est sûr que, tu vois, j'irai pas manger au McDo toutes les semaines ou ces trucs-là, mais c'est parce que ça m'attire pas non plus. Mais sinon, j'ai tendance à être assez nature là-dedans. Ouais. Mm. ok. On voulait te poser une question sur la préparation physique en salle de musculation, si tu en fais ou pas, mais vu que tu ne parles que de kiff et tout, je sais pas si la salle de sport, je sais pas si tu en fais ou pas, donc est-ce que tu vas à la salle un petit peu? Est-ce que tu fais du T'as renfort déjà ou la pas trop? réponse. Un petit podcast ça squatte. parce que vous allez dire, bon, mais en fait, c'était nul. Non, non, pas du tout. Non. Non, Ah, mais justement, c'est trop bien parce que tu nous racontes des choses que certains nous ont dit complètement l'opposé. Donc, c'est bien d'avoir deux sons de cloche différents Ah et ouais. chacun se fera. Ouais, ben, sur la nutrition, on conseille souvent justement de s'alimenter, prendre beaucoup de sucre. Et toi, ta vision des choses aussi, elle a du sens. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et par Bah, rapport alors, ça dépend un peu de la des disciplines, peut-être aussi.
Ouais, mais là, on était pas en parler du trail, mais vas-y, Vincent. Et si j'ai bien compris, tu vas accompagner des jeunes athlètes d'ici peu, ou peut-être tu le fais déjà. Et donc du coup, est-ce que tu vas promouvoir par exemple le renforcement musculaire à la salle avec tes futurs athlètes? Ben ouais, en fait, j'ai pas répondu à la question, mais en fait, je fais pas forcément de salle, mais l'hiver, je fais pas mal de home trainer. Et du coup, en fait, je fais de la force à vélo, de la force. Et donc, c'est ce qui me fait en fait la muscu en fait de l'hiver, tu vois. Et, euh, et je pense que ouais, moi, j'aime bien ça, tu vois. Tu te mets devant un film ou quoi, et puis du coup, tu roules et tu fais du home trainer, c'est sympa. Et ouais, pour ceux que je vais encadrer, ben, si on m'a choisi, je pense que c'est pour aussi leur apporter le côté un peu, vous prenez pas trop la tête et puis kiffez vraiment ce que vous faites et profitez de vos années entre cette période-là, entre 20 et 35 ans, parce que bah, quand tu approches des 40 comme moi, ben, après tu te dis il y a des choses qui passent aussi, donc c'est vraiment kiff quoi. Enfin kiff ce que tu fais même si des fois c'est chiant, même si des fois t'as pas forcément envie d'aller à toutes les courses ou t'as pas toutes ces contraintes et tout ça, des fois ça peut être un peu lourd, mais kiff. Donc moi je leur apporte ça. On voulait parler un petit peu des séances clés pour nos auditeurs justement qui nous écoutent. Est-ce que pour toi, il y a quand même quelques séances qui sont fondamentales? On a compris qu'il y avait le plaisir, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont primordiales pour un trailer et surtout un ultra trailer? On est toujours sur du plus de 70 km. Ben ouais, je pense que déjà faire de la force à vélo, ça m'a beaucoup apporté. Donc tu vois ces séances où pendant ta sortie de 3-4 heures, tu vas te faire des petits cycles de 5 minutes à mettre du gros braquet et après d'alterner en étant un peu plus véloce. Donc tu vois, pendant ta sortie, en fait, tu fais ça, t'en fais 5-6 ou 7-8 si t'es un peu plus habitué. Ça, c'est des séances que je trouve assez importantes et que je fais régulièrement. Après, il y a aussi un courant qui s'appelle, enfin, que moi on appelle Myocross Max. Donc c'est en fait tu fais la chaise. Donc t'es un courant quoi. Tu fais la chaise contre un arbre ou contre ce que tu veux. Et après tu pars en explosivité et en foulée bondissante pendant une vingtaine de secondes. Et dans cette même minute tu redescends donc t'as à peu près 40 secondes pour redescendre. Et tu te réenquilles. Si tu y arrives bien, tu te refais 2 minutes de chaise. Et ça, si t'es bien, pareil, tu le fais 7-8 fois ou jusqu'à 12 ou 15 fois suivant si tu t'en sors bien. Tu Et te prends une petite récup entre les deux chaque fois? Ou non, tu repars sur la chaise et tu re-enchaînes chaque fois? ouais, c'était 40 secondes de la descente. Ok, d'accord. Et ça te défonce bien les cuisses. Et je trouve que c'est l'alternance entre le statique et un peu l'explosivité. Et c'est assez intéressant. Ben, tu vois, nous en ultra, on marche souvent. Et enfin, tu vois, une diag, je crois que j'ai gagné la course. Au final, j'ai fait du 8 km heure. Donc, on est plus des randonneurs que des coureurs à pied. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de travailler tout ce côté-là. Et à ne pas négliger également, c'est peut-être tout bête, mais c'est faire de la rando. Faire des heures en montagne avec un sac à dos un peu chargé, faire des bivouacs ou des choses comme ça. Et en fait, c'est ça, c'est d'être dehors, quoi. D'être dehors, de manger du dehors, de manger du dénive, de manger de la montagne, de manger des cailloux, histoire que bah, tes pieds ils s'habituent à se tordre, que tout s'habitue, quoi. Volume, Parfait. Ouais, volume, voilà. ok. Et est-ce qu'on peut avoir une idée à peu près? Tu vois, par exemple, souvent on dit pour les gens qui font du marathon, c'est bien avant le marathon d'aller toucher à peu près 30 km au moins une fois, tu vois, minimum. Est-ce que toi, par exemple, pour un trail de 60, 100 et 160, tu pourrais nous donner à peu près, pour toi avant, combien il faudrait aller toucher dans le meilleur des cas pour être à peu près prêt à faire la compétition? Ben, je pense que là où tu dois le toucher, c'est surtout pendant ton bloc d'entraînement que tu vas faire 4 semaines avant, là. Et et donc là, ben, sur 3 jours, c'est bien d'arriver à te faire les 100 km, toi. Ok. Si tu fais 100 et dans les 6 ou 7 000, 6 000 de dénive, c'est déjà pas mal, tu vois. Donc si tu arrives à te faire 100 km en courant sur tes 3-4 jours et de te faire une grosse séance de vélo, déjà sur ton bloc, ça sera déjà pas mal, ouais. Ok. Donc en fait, de réussir à faire le volume de la course sur 2 ou 3 jours, quoi, en gros. Ok, Et ça de faire c'est. ça pendant ta semaine, enfin ton endroit un peu bloc des 4 semaines avant. Après, c'est sûr que
si 8 semaines avant, tu arrives aussi, tu as le temps de le faire, bah, tu peux le faire aussi. Mais si tu as moins le temps, c'est mieux de faire un peu tout le temps d'endurance, tu vois, à faire régulièrement des séances de 20-30 km. Et comme ça, ben, pendant ta semaine, enfin pendant ton bloc là, et ben là, si tu arrives à enchaîner ça, c'est bien quoi. Ok. Parce que moi, tu vois, par exemple, je prépare excuse-moi Vincent, je prépare Vas-y, un 5 vas-y. km, ça sera mon tout premier 5 km. J'ai déjà fait un 60, je fais le cheminement classique, entre parenthèses. Mais, euh, mais en fait, tu vois, par exemple, je me dis combien il faut que j'arrive à faire de kilomètres avant de faire le 5 km, tu vois. Je me dis, là, tu vois, du coup, je me suis inscrit à un 60. Je me suis dit, au moins, je vais faire avant un 60 en mode vraiment pas course, mais plus sortie longue du dimanche que je vais faire. Ouais. Mais dans mon entraînement classique, c'est vrai qu'on se dit, c'est tellement monstrueux de faire 5 km qu'on se dit combien il faut que je fasse pour réussir, tu vois. Bah, en fait, déjà, ça dépend de ton 100 km. C'est quoi comme course que tu vas faire? C'est l'Andorre, le 100 km avec, je crois qu'il y a 107 avec 6700 dénivelé. Ok, donc déjà, tu t'es parti en mode, tu fais ta première course à un chantier, quoi. Là, ma première course, c'était un 60 avec 3000. Non, J'ai mais, fait j'ai non. fait l'UTMB de Nice, ouais. Alors, en premier, le petit, le 60, et là, c'est mon premier 100, ouais. Ouais, ok. Et Mais ben, ça va ouais, être ouais. un chantier, c'est sûr, hein. C'est sûr que ça va être un chantier, le truc, c'est sûr et certain. T'as découvert là-bas, c'est pas du tout les Alpes. Des coups, les chemins, déjà, c'est l'enfer. Donc, habitue-toi à manger des cailloux, déjà. C'est-à-dire que et tout, il faut que tu sois prêt à. Bah, déjà, il faut s'habituer au terrain, il faut comprendre le terrain. Donc, ça, c'est important. Et après, ouais, vu que c'est quand même un sang qui est rugueux, quoi. Donc, il va falloir que tu manges du dénive. Il va falloir que tu te fasses du dénive. Et bah, sur ton bloc d'entraînement, sur un 100 bornes, ouais, tu peux essayer sur deux, trois jours, essayer de titiller les 80 km à peu près, tu vois, Ok, en faisant du dénive, ouais. Parce que là, du ok. coup, ça va être une course qui va pas se courir vite. Donc, il faut pas forcément aller chercher des séances plats, des trucs comme ça, quoi. D'accord, ok. Et juste, dernière question, vu qu'on en parle. Moi, par exemple, j'habite à Marseille, donc j'ai la chance d'avoir un peu des cailloux, les calanques. Mais c'est vrai qu'au niveau altitude, par exemple, j'ai absolument rien. Donc, comment tu conseillerais? Et là, je vais à l'Andorre, on va monter à plus de presque 3000, je crois. On fait un pic. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens, justement? Parce que c'est vrai qu'on a cette peur de l'altitude où on n'est pas habitué. Comment on peut faire pour justement essayer de se rapprocher un peu des conditions? Est-ce que c'est possible déjà, hein? Parce que Bah, j'imagine. enfin, tu vois, nous, là, on est en train de mettre en place des chambres à époxy et tout ça. C'est pour essayer de titiller le haut niveau. Mais sinon, après, en règle générale, en fait, pendant ta course, le 3000, tu y montes pas, t'y restes pas longtemps, quoi. Tu vas pas camper en haut. Donc, t'as pas trop cette notion de te dire, ouais, je suis en manque d'oxygène et tout ça. Je pense que ça se vérifie plus. Enfin, tu vois, moi, j'avais fait la hard rock aux États-Unis et en fait, tu gravites souvent autour de 4000. Et là, ouais, là, il faut arriver bien avant, essayer de s'acclimater. Parce que tes premières séances et tes premières journées là-bas, tu te dis, mais j'avance plus, quoi, je suis cramé. Et en fait, ouais, il faut s'acclimater à l'altitude, mais là, c'est un peu différent parce que tu vas juste titiller un sommet et redescendre assez rapidement. Donc, il n'y a pas trop cette notion. Après, j'ai envie de te dire, tu as la chance d'habiter à Marseille, du coup, niveau calanque et tout, pour les avoir fait, enfin, les poses de pied et tout, c'est quand même pas facile. Donc, bah, entraîne-toi dans ton terrain. Enfin, moi, j'ai toujours privilégié le Vercors parce que j'habite au pied. Donc, bah, après, ouais, tu fais en fonction de ton terrain et puis ouais, il va falloir manger du caillou, quoi. Nickel. Et du coup, tu parlais de l'impact. Excuse-moi, Vincent, je t'avais coupé sur une question, je crois. C'est bon, Non, vas-y, ça a vas-y. répondu, c'est bon. Parfait. Ouais. On avait parlé t'as parlé de l'intérêt de la marche. Et justement, au niveau de la course, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais comment savoir quand on doit marcher et quand on doit courir? Parce que tu dis au final, au bout d'un moment, je cours, je sens que je suis cramé. Mais comment on peut sentir et d'essayer d'éviter d'être cramé justement et de savoir que là, c'est le bon moment pour marcher et là, c'est le bon moment pour courir? Est-ce que tu as une astuce à nous donner par rapport à ça? Bah, en fait, c'est au niveau cardio, si tu as vraiment l'impression d'aller trop haut, quoi. Moi, ce que je trouve que c'est sympa, c'est quand, par exemple, tu es en rando, et si tu as un gros sac à dos, et ben, toutes les montées, tu vas les faire en marchant, et dès que le terrain s'y prête, tu vas te mettre à trottiner, mais parce qu'en fait, ça se fait tout seul, quoi. Et du coup, tu te mets à trottiner, et c'est comme ça que tu évolues. Et en courant, en fait, c'est un peu pareil. Si, je sais pas, tu as l'habitude de courir sur le plat et que tu cours à 12 km/h ou 10 km/h,
et ben cours à cette allure-là, et dès que tu sens que tu forces trop, et ben mets-toi à marcher, parce que aussi bien tu vas courir à côté d'un collègue à toi qui va faire la même chose et qui va essayer de courir, et tu te rends compte que bah, tu vas à la même vitesse. Et donc quand tu as compris cette notion-là de dire qu'en marchant, en poussant bien sur tes jambes, ou en prenant tes bâtons, tu es aussi rapide que si tu te forces à courir. Et en fait, c'est toujours ça, et garder une stabilité au niveau de ton cardio, et de te dire, bah, l'allure que je tiens à 10 ou 12 km/h sur le plat, où je suis à l'aise et je discute avec les copains, et ben, si tu n'y arrives plus quand tu es remonté, ben, mets-toi à marcher et tu verras que tu iras tout aussi vite, quoi. Ok. Vas-y, Et, Vincent. et tu parlais de séances d'allure tout à l'heure. Donc moi je le vois quand c'est tu sais sur du plat pour du marathon, on va travailler une allure constante. Et vous êtes en trail et du coup j'ai du mal à concevoir une séance d'allure. Est-ce que tu pourrais un peu déblayer le paysage? Ben, dis-toi, j'ai mis un paquet d'années à assimiler les minutes au kilo. Pour moi, ça voulait rien dire, et je comprenais pas Et comment ouais, travailler. Et après, à force de traîner avec des gars qui sont un peu plus pointus, parce qu'il faut pas croire, en fait, dans le trail, il y a un peu tout. Il y a moi qui suis un peu bizarre, on va dire, et puis il y en a d'autres qui sont hyper pointus. Et les jeunes que j'encadre, on leur montre et on leur donne à disposition plein de choses pour que justement leur entraînement soit hyper structuré et pointu. Donc voilà, ils ont la chance d'avoir tout ça. Moi, j'ai pas eu la chance. Mais moi, je fonctionne pas mal vu que j'ai pas de cardio, du coup, c'est un peu compliqué. Mais au niveau vitesse, quoi. Tu vois, si tu te dis il faut te faire une pyramide en 1 minute avec de la récup différente, du monter 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes et redescendre, bah tu le fais au taquet, quoi. Et puis dès que t'en peux plus, t'arrêtes. Mais ouais, j'ai pas trop de notion de dire tout ça. Enfin, et puis je me sens pas légitime à te parler de ça, alors qu'en fait j'ai jamais travaillé ça, quoi. Ok. ouais, pour toi l'allure c'est l'intensité alors. Du coup tu vois une séance d'intensité sur l'allure. Ok. Ouais. Bah Et, ouais, parce que je suis un montagnard avant d'être un coureur à pied, donc c'est un peu compliqué et au de, niveau de... de, Au niveau de la technique de la montée, c'est vrai que souvent on se pose des questions. Est-ce que j'attaque pied plein? Est-ce que je suis plutôt pointe de pied? J'attaque. Toi, tu fonctionnes comment? Au feeling pareil? Ou est-ce que tu es tout le temps en pointe de pied? Ou est-ce que tu viens plus appuyer aussi avec le talon quand tu cours? Comment tu fonctionnes? Ouais, ça dépend de la pente aussi. Enfin, tu vois, si vraiment c'est raide, t'as plus tendance à être en pointe de pied. Et sinon, bah, j'ai des petites jambes, donc j'essaye de dérouler un max ma foulée pour aller un peu loin, quoi. Mais la marche, je la travaille beaucoup. Et tu vois, si par exemple, je me dis au début d'année que je vais préparer la diag, et ben toute l'année, je me force à ne pas prendre de bâton, par exemple, tu vois, sur toutes les courses. Et ça s'est avéré sur une course de l'UTMB, j'avais fait la TDS là, donc c'est 145 km et il y a 9000, et en fait j'étais le seul à prendre le départ sans bâton. Et je crois qu'à l'arrivée sur les 15 premiers, à part moi, il n'y a pas un gars qui courait sans bâton, quoi. Donc tu vois, Ok. en fait, habituer ton corps à tout ça, et habituer ton corps à marcher, parce qu'avec les bâtons, ça aide quand même pas mal. Tu as vraiment l'impression d'être en 4 roues motrices. Donc si tu as comme gros objectif de faire une course où les bâtons c'est interdit, bah voilà, c'est un truc à prendre en compte aussi, quoi. Ouais, du coup, c'est intéressant parce que souvent on parle trail, on pense préparation, courir, mais au final, l'importance de la marche, et tu parles de la marche lestée aussi, et il y a vraiment une grosse place à l'intérieur sans bâton pour vraiment. En fait, c'est ce qui va correspondre, c'est la spécificité de la course en fait. C'est vrai que la course, tu cours quoi? Tu cours peut-être que 30% dans la course, même pas 20%. En descente, j'imagine, et un peu sur plat, sur les zones de transition. Ouais, c'est ça. En fait, on, on fait pas vraiment de la course à pied quand on marche beaucoup, et c'est un truc à pas négliger. Donc, tu vois, si tu veux être à l'aise en montée, en marchant, et ben à l'entraînement, force-toi à prendre du poids. Moi, tu vois, prendre un sac à dos lesté, tu sors de ta voiture, tu prends des cailloux qui est à côté de chez toi, et puis tu les mets dans un sac à dos, et puis tu vas te taper des montées. Et marrant à faire. Après, ils font des sacs lestés maintenant, je sais pas si tu connais, mais à Decat, ils font un. Ouais, Ouais. ouais. Bah, après, c'est. Nous, on veut En des fait, trucs tu peux. rustiques, nous.
Eh Du ouais. coup, en haut, tu te fais un cairn après, tu vois, tu te fais un petit cairn et dès que tu as une belle pile de cailloux en Ah haut de ouais, ta, et Ok, ben voilà, d'accord. tu sais que t'as fait des gros entraînements et à la fin de l'année, tu comptes les cailloux, quoi. Et intéressant de descendre aussi lesté ou pas? Non, moi, je pense Non? pas. Ok. Je pense Tu que penses c'est que c'est mieux. trop violent? Ouais. Ok. Non, l'important, c'est dans les montées, justement, pour garder ce côté, te dire que quand t'as pas les cailloux dans le dos, ben, tu te sens plus léger, quoi. Mais après, le côté lesté dans les descentes, ça, moi, je le déconseille même, hein, parce que sinon, c'est le meilleur moyen de te flinguer, hein. Et j'avais écouté, tu disais que finalement le vélo te permettait en fait d'aller chercher les longues sorties en fait, que tu fais pas trop en trail pendant ton entraînement, et ça te permet vraiment de retrouver en fait cette distance et ce temps parcouru sur la compétition. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tout Ouais. ça? Ben, c'est surtout que si tu as envie de faire 30-35 heures de sport dans la semaine, tu peux pas faire que de la course à pied, sinon ben, tu vas te blesser. Ou alors tu vas saturer et tu vas en avoir marre de courir. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est de mixer. Et du coup, ben, tu fais du vélo et ça te permet de faire des heures. Et ce qui est super intéressant à faire aussi, c'est ben, des fois, tu peux te faire 5-6 heures de vélo. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est ben, tu descends de ton vélo, tu mets un short, tu mets tes baskets et tu vas te faire en transition 30-40 minutes de course pour essayer de, bah, en fait, que toutes tes heures à vélo, bah, ça te fasse une transition et que tu les assimiles en courant. Et ça marche pas Hmm. mal. Enfin, pour moi, ça Ouais, marche tu te bien. transfères. Voilà. Et en fait, ben, tu dis que c'est pas que du vélo que tu as fait et ce transfert-là, il est assez intéressant, Tu quoi. fais de la pré-fatigue en fait. Ouais. Mais il Pré-fatigue faut, longue. moi, j'ai tendance à le faire directement après ma séance, tu vois. Il y en a qui disent, bah, attends 1 heure, attends 2 heures. Alors que moi, en fait, je descends du vélo, j'enlève mon cuissard, je mets un short et tu refais 30-40 minutes. T'as pas besoin de faire énorme, tu vois, mais c'est juste bah, que ton corps il comprenne que ben, le sport que t'as fait avant, et ben, tu le remets sur les baskets, quoi. Ok, Oui, et ben tes séances longues, tu les fais en vélo pour limiter au maximum le risque de blessure et faire Ouais. 10 heures de vélo ou faire 10 heures de trail, c'est pas du tout le même effet sur ton corps. Ça, et puis le côté saturation aussi, tu vois, le problème de ceux qui titillent le haut niveau et qui visent la première place, c'est souvent en fait, enfin, moi je le vois et je trouve ça hallucinant parce que moi aussi je l'ai vécu, c'est qu'en fait tu arrives à la course et t'as plus du tout envie de courir, quoi. T'es cramé mentalement et t'as plus, tu vas à la course parce que tu vas à la course, mais en fait t'as même plus envie t'es cuit, quoi. T'es cuit, mais t'es cuit mentalement. Bah écoute, parfaite Ah, transition. la, On la va attaquer transition sur est le match. parfaite. C'est parfait, Ouais, t'as bossé. Il a vraiment bossé le ouais, podcast, c'est abusé, hein. ouais. Il est vraiment Il fait fort, que hein. ça. Bah, du coup, Pour l'intuition. Eh ouais, c'est l'intuition, mais ça arrive au bon moment. C'est nickel, on prend. Merci pour la passe D. Bah, du coup, sur le mental, comme tu viens de le dire, comment garder cette motivation? On a eu cet échange avec Pierre et Vincent. On parlait de motivation et discipline aussi, la différence entre les deux. C'est quoi un petit peu ta vision sur ce point-là? Ben ouais, ben moi c'est de faire deux sports, donc déjà ça c'est cool. C'est-à-dire que quand t'en as marre de faire du vélo, ben mets des baskets et va courir, et inversement. Et du coup, ben c'est là-dedans, tu vois, de garder cette source de motivation. Il faut vraiment que ça reste ben, un plaisir de courir. Et moi je sais qu'il y a des fois où quand ben j'en ai marre, hein, des fois ça me saoule et j'ai pas forcément envie. Mais quand j'y vais, je me trouve toujours un point, tu vois, à me dire, ben vas-y, tu vas monter à la montagne qui est à côté, même si tu la connais, ben tu vas voir les couleurs qui vont changer, tu vas essayer de se détacher du côté vraiment compétition. Et nous, on a la chance de faire du sport dehors, donc ça, c'est vraiment un avantage. Et de te dire, ben ouais, ben ok, cette séance-là, t'es cramé, t'avances pas, mais profite au moins d'être dehors, quoi. Profite de tout ça. Et c'est là-dedans que moi j'essaie de garder la motivation, quoi, parce que c'est sûr que bah, c'est pas forcément tout le temps évident et des fois t'as pas forcément envie. Et donc voilà, la motivation, je la garde là-dedans pour pas saturer et pour pas te dire ah, qu'est-ce que je fous là, putain, je suis en plein milieu de nulle part, il y a un mois derrière, enfin tu vois, enfin, il faut garder ce côté-là, ce côté waouh, quoi. Donc voilà quoi. Et dans ta gestion après une course, est-ce que tu coupes complètement, genre tu parles de ton objectif principal dans la saison,
il est passé. Est-ce que tu te prends vraiment un mois où là, c'est que tu arrêtes toute activité ou est-ce que tu aimes tellement ça que toi, tu continues mais en baissant le volume? Comment ça se passe? Bah déjà, l'erreur un peu à pas faire, c'est de tout couper d'un coup. Parce que bah, en fait, tu t'es beaucoup entraîné toutes les semaines avant. Et après, tu as fait une course de 24 heures ou moins ou plus. Et souvent, en fait, les gens, ils arrêtent tout d'un coup. Et en fait, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il faut bah, garder une petite transition, tu vois. Mais moi, les lendemains de grosses courses, enfin, souvent, je vais ou marcher ou recourir pour que bah, ton corps il comprenne que il n'y a pas un on-off d'un coup, tu vois, et faut garder un peu cette activité-là. Et déjà, ça va t'aider à récupérer. Donc ça, c'est hyper important. Et tu vois, la semaine après la course, on va faire du vélo pour essayer de récupérer. Et bah, du coup, tu arriveras mieux à enchaîner. Et ça t'évitera aussi les blessures. Donc ouais, après un gros objectif comme la Diag, où, enfin, tu vois, ça a été grosse fiesta aussi. T'as tendance à réduire, mais au fond, t'aimes tellement ça que tu continues parce que tu De quoi? vois, La Fiesta ou le trail? bah, vraiment, les après-diag, c'était la saison de ski de fond qui commençait, donc en fait, ben, t'arrêtes jamais, quoi, parce que t'as les copains qui te disent, ben, viens, on va skier, et en fait, ben, tu vas skier, et c'est reparti. Mais c'est sûr qu'il faut quand même réduire, parce que sinon, surtout en ultra, en fait, moi, il y a eu des fois, le lendemain ou la semaine après la course, t'es super bien. T'as l'impression de pas avoir couru et tu te sens vraiment en pleine énergie. Et les baisses d'énergie, elles peuvent arriver souvent 3 semaines après. Où là, des fois, Ok. tu te trouves au fond du trou. Et ça, si tu l'as pas vécu, tu vois, pour un jeune qui débute et qui fait son premier ultra, il va se dire la semaine d'après, ouais, ben j'enchaîne et tout, je rattaque, je me remets des séances et tout. Et en fait, c'est vraiment le truc à faire attention. Et garder ces 2, 3 semaines, pas faire trop et pour essayer de voir comment tu récupères. Parce que ça se trouve, 3 semaines après, tu seras vraiment cramé, quoi. Donc ça, c'est un truc Ok. à faire, quoi. Et quand t'es cramé, tu te conseilles quoi du coup? Beaucoup manger et continuer à faire un peu de volume ou vraiment tout couper? Qu'est-ce que tu conseilles pour les gens à qui ça peut arriver? Bah, cramé, déjà, c'est si tu sens que t'es cramé. Et donc, bah, déjà, c'est une sensation propre. Et puis après, bah, c'est de faire une analyse, un bilan Ok. sanguin, un truc, pour voir si ça se confirme en effet que t'es vraiment cramé. Et là, si t'es cramé, bah, ton médecin du sport, il va te dire quoi faire, mais ouais, bah, c'est réduire, quoi. C'est réduire, Ouais. faire un peu d'intensité Ok. et de l'activité, mais réduire, ouais. Super. Et au niveau vu qu'on parle vas-y, Vincent, vas-y. Ouais, au niveau mental, tu disais que toi, t'es un tracteur, en fait, hein, jusqu'à 60 bornes, tu as ton petit rythme, enfin. Et en fait, à 60 bornes, tu passes où t'es plus un corps physique, mais tu deviens un corps mental, en fait. Est-ce que tu Ouais, pourrais nous partager un petit peu ça? ouais, c'est assez marrant, en fait. C'est plus vers le 80. En fait, en début de course, comme ça, enfin, les 80 premiers kilomètres, j'ai tendance à subir ma course et être justement, j'ai l'impression de pas être en endurance fondamentale, j'ai l'impression d'être en sur-régime. Mais je me force à être en sur-régime parce que j'ai appris à. Ça, c'est pareil, c'est avec l'expérience. J'ai appris que ben, il faut garder un peu le contact avec les premiers parce que c'est ce qui va t'amener aussi à pas trop perdre le fil. Donc, ben, j'ai tendance à subir un peu mes débuts de course, enfin ma première moitié de course. Et donc, je cours un peu en sur-régime pour essayer de tenir un peu la tête de course parce que je sais qu'après, à partir de 80, des 80 km, et ben là, ça va être plus ma tête qui va prendre le relais. Et du coup, j'ai tendance à plus courir avec ma tête qu'avec mes jambes, quoi. Et ça s'est vérifié à chaque fois, c'est que bah, quand je cours, j'ai plus l'impression de courir, tu vois, j'ai l'impression d'évoluer en montagne, d'être dehors, d'évoluer, de regarder ma montre, de dire bah, il y a le temps qui passe, là il y a la prochaine bosse, il y a ci, il y a ça. Mais c'est vraiment c'est ma tête qui me fait avancer, quoi. Et, euh, Et et, et je vous le conseille, juste pour finir, enfin, vas-y, je vous vas-y. conseille vraiment ces sensations-là parce que à titre perso, c'est hyper intéressant, quoi. Tu te dis, mais là, il n'y a rien qui peut t'arrêter, quoi. C'est vraiment assez intéressant à vivre. Donc voilà. Vas-y, Vincent. Ouais, en fait, ta première moitié de course, c'est de la force mentale. En fait, tu t'accroches, t'es là pour maintenir, et après, tu passes en auto-hypnose. En fait, En France, c'est ouais. de la transe, en fait. Hmm.
Ouais, il y a une sorte de transe ouais, qui est assez bizarre. En fait, avec l'expérience, j'ai appris aussi en amont de la course à faire de la visualisation mentale et à me dire en fait que ben ouais, tu sais que là, ton début de course, t'affoles pas si tu cours, t'as l'impression de courir trop vite, t'affoles pas si t'affoles pas là, parce que après tu sais que tu vas rentrer dans ce truc-là et tu vas le kiffer et tu vas être dans cet état-là qui va vraiment ouais, t'amener dans un truc qui est hyper enrichissant et hyper intéressant. Donc ouais, il y a ce côté aussi visualisation mentale en amont pour essayer de préparer ça. Mais de le vivre, ouais, de le vivre, c'est cool, ouais. Comment tu la travailles, cette visualisation? Tu le fais pendant combien de temps? C'est juste à la veille de la course ou est-ce que c'est quelque chose que tu travailles même une semaine avant, voire un mois avant, ou c'est juste la veille, je te fais une petite imagerie de tes Non, ouais, sensations pendant la course? jour avant, peut-être une semaine avant, tu vois, à dire, ben ouais, tu t'es bien entraîné, t'as pas eu de soucis, tous ces trucs-là, parce que souvent on a tendance à faire la séance de trop, à dire, ouais, mais là, il faudrait peut-être que je fasse un peu d'un, que je pense que j'ai pas fait ci, que j'ai pas fait là. Mais en fait, de te poser, de te dire, non, mais là, c'est bon, t'as tout fait, t'es préparé. La course, si t'as déjà eu l'occasion de la faire, ben, du coup, t'as tendance à la visualiser. Moi, la Diag, c'était un peu comme ça. Au bout d'un moment, tu vois, je connaissais la course et je me disais, ben, là, tu sais que là, à ce moment-là, tu vas avoir froid, mais tu sais comment faire pour parer à ça. Ouais, tu vois, tous ces trucs-là, de dire, bon, bah là, tu vas essayer de trouver du plaisir parce que quand tu vas arriver vers Sillaos, tu vas avoir un lever de soleil, ça va être trop beau, donc là, tu vas kiffer tous ces trucs, tu vois. Et en fait, ouais, c'est sympa à faire de la visualisation mentale. Faut pas rentrer trop dans les détails, mais c'est ce côté ne pas avoir peur de ce qui va t'arriver parce que dans tous les cas, ben, en ultra, en fait, tu fais que le yo-yo tout le temps. Donc, tu vois, de visualiser ça, de dire bon, bah là, je vais être dans une phase je vais être hyper cramé, je vais être fatigué, je vais me dire non, mais là, abandonne parce que t'en peux plus et qu'en fait, si tu passes ce truc-là, peut-être une heure ou deux après, bah, tu vas te retrouver plein d'énergie. Donc souvent, il y en a certains des jeunes qui ont tendance à abandonner rapidement parce qu'ils se disent non mais là je suis cramé, j'avance plus. Et alors qu'en fait, avec l'expérience, tu apprends que bah, peut-être qu'une heure ou deux après, bah, ça va remonter et tu auras la même énergie que tu peux avoir en début de course. Donc tu vois, c'est ce côté visualisation mentale, c'est de dire bon bah je sais que je vais arriver dans cet état-là, mais derrière, je sais que peut-être que 2 heures après, bah, ça va de nouveau aller bien et il faut pas avoir peur de tous ces trucs-là, quoi. Mais Et après, en fait, c'est que de l'expérience, quoi. ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est rassurant d'avoir déjà vécu ces moments-là et du coup, tu connais mieux ton corps aussi, tu te connais mieux et ça te permet d'avoir plus d'assurance. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est parce que j'imagine quand même, même si tu es un extraterrestre pour nous, que quand même au 100e kilomètre, ça commence un peu à brûler. Tu commences à avoir des petites douleurs, des choses comme ça qui apparaissent. Il y a cette vidéo de Kipchoge qui parle de la gestion de la douleur et qui dit qu'il voit ça avec du plaisir et qu'il arrive à prendre ça positivement, comme si c'était presque une aide extérieure qui venait l'amener jusqu'à la fin de la course. Toi, c'est quoi ta gestion de la douleur? Comment tu la vis quand elle arrive? Bah, en fait, déjà, tu te dis que les autres collègues, ils sont comme toi. Donc ça peut t'aider. Et puis, non, après, en fait, la douleur, en fait, c'est vraiment sur un moment, c'est sur un instant, en fait. Et une course de 24 heures, tu as l'impression que c'est très long, mais si tu l'as préparé depuis 6 mois, ça peut paraître très court. Et donc, quand tu vis le truc, tu te dis, bah là, ouais, j'ai mal, là, je souffle, là, j'ai la cuisse qui me brûle, machin. Mais quand tu vas passer la ligne d'arrivée, ça sera fini, quoi. Et en fait, l'instant, peut-être que Kipchoge, c'est sur un instant qui est en soi assez court. Mais nous, bah, la douleur, tu peux l'appréhender pendant 4, 5, 6 heures, 10 heures. Mais en soi, 10 heures sur 6 mois de préparation, c'est en soi pas grand-chose. Donc tu te dis, bah ouais, ok, ben j'ai mal, mais c'est pas. Je sais que dès que la ligne d'arrivée va passer, ben ça sera fini, quoi. Tu as des petits tips mentaux. Il y en a qui parlent de visualisation du corps, genre faire un scan pendant que tu cours, te dire est-ce que mes épaules elles sont relâchées, tu sais, il y aura des mes-orteils. À quoi tu penses en fait pendant que tu cours, par exemple? C'est vrai que c'est hyper long et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et ben, c'est un peu, ouais, ben, c'est les premiers kilomètres, les 80 premiers, on va dire. Je pense à, je pense à me dire, ben, prends du plaisir, enfin, essaye d'être dans ta course, essaye de ci, essaye de là. Et les 80 derniers, vu que tu es plus en course mentale,
et ben c'est un peu différent en fait. J'ai deux cycles en fait qui sont assez dissociés, mais mais en fait pendant une course, tu penses à les gens ils disent tu dois t'ennuyer, ça doit être long et tout, mais non, ça passe vite parce que bah déjà il faut que tu penses à manger, il faut que tu penses à boire, les collègues qui vont t'attendre au ravito, il faut penser à pas tomber. T'as le balisage des fois suivant les courses qui est plus ou moins aléatoire, donc il faut penser à pas se perdre. T'as plein de trucs à penser qui font que ça passe assez vite au final. Ok. T'as des techniques un peu tu travailles la respiration ou pas du tout, ou c'est quelque chose qui t'intéresse pas particulièrement? Non, bah Guillaume Néry doit travailler la respiration, je pense, mais moi pas trop. Non, même pendant la course, je sais pas, t'as pas une technique respiratoire, tu te cales pas sur ta respi pour courir, faire le vide ou quoi quand ça va pas, pas Non, particulièrement. non. Enfin, après, c'est sûr qu'en fait, tu te rends compte que t'as toujours la même respiration. Et ça, tu t'en rends compte après la course, c'est que dès que t'as franchi la ligne, même une heure après, t'es sur la même respiration que tu peux avoir en course. Et ça, du coup, bah oui, tu te rends compte que t'as une respiration qui est un peu toujours la même, mais elle se fait naturellement, je pense. Enfin, moi, dans tous les cas, c'est mon cas, quoi. Ça se fait naturellement. Bah écoute, Et, vas-y Vincent. et tu disais que ce bagage mental, en fait, il venait de ton expérience en vélo. Ça t'a appris à penser, à réfléchir, à t'endurcir. Comment tu vois ça? Ouais, bah en fait, j'ai toujours été en vélo, c'est pareil. En fait, quand j'étais plus gamin, tu vois, pour essayer de m'endurcir, c'était peut-être très con, hein, mais l'hiver, je mettais pas de gants. Et en fait, dans ma tête, je me disais, et j'avais 14 ans, hein, donc c'est peut-être qu'il y a un problème en haut, mais en fait, je me disais que si tu te crées une douleur à un endroit, et ben là, en l'occurrence, c'était les mains, parce que ben, vers chez moi, l'hiver, ça caille, et ben que potentiellement, ben ça allait pas se répercuter sur tes jambes, et que tu allais créer un truc où tu te dis, ben ouais, j'ai froid aux mains, et du coup, ben, j'ai plus mal aux jambes. Et, et du coup, ce truc-là, j'ai essayé de le garder en course. Et du coup, tu vois, tu te dis, enfin, j'essaye de garder un peu ce bagage-là en me disant, bah, cette douleur-là, en fait, c'est rien, quoi. Tu vois, c'est juste une douleur musculaire. Et les études ont montré, tu vois, sur l'UTMB et d'autres courses, ils ont montré il y avait des études qui ont montré qu'en fait, musculairement, ton muscle, il est pas fatigué, quoi. Donc, c'est juste tes terminaisons nerveuses qui remontent à ton cerveau, qui, elles, saturent. Et elles te disent que, ben oui, t'en as marre, mais ton muscle en lui-même, il a presque pas de fatigue. Donc, si tu parles là-dessus, tu dis, bah non, en fait, c'est juste dans ma tête. Ma tête, elle en a marre et du coup, c'est ça qui fatigue et en fait, le reste, ça va. Donc, si tu as une petite douleur à la cuisse ou au mollet, ben, c'est finalement pas grand-chose, quoi. T'as des séances clés pour travailler le mental, je sais pas, des séances un peu idiotes où ça va être ennuyeux. Tu sais, je sais pas, tu parles des 10%, peut-être ça fait partie de ces 10%-là. Est-ce que ces 10%, justement, ils te permettent d'aller chercher des capacités mentales au-dessus de tes capacités actuelles? Pas de gants, pas de chaussettes, Pas rien. de chaussures. Pas de chaussures. Non, 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 mais après, les capacités mentales, en fait, enfin, tu vois, moi, j'ai eu fait des défis assez sympas où tu fais des 24 heures à vélo, des choses comme ça. Et en fait, après, tu te bases sur ces trucs-là pour te dire, bah oui, mon corps, il est capable de faire ces séances, il est capable de courir pendant 24 heures, il est capable de faire 500 kilomètres à vélo. Et tout, en fait, c'est tous ces trucs-là. Non, après, j'ai pas de séance clé. En fait, c'est l'expérience qui me dit que j'en suis capable, donc il faut y aller, quoi. Ok. Mais vous avez une question, les gars, pour Moi, j'ai une clôturer tout petite ça? question. Tu parlais des copains. Est-ce que du coup, tu t'entraînes plutôt en solitaire ou est-ce que tu partages ça avec un groupe et ça te donne un peu de force ou comment tu vois le truc? Bah, ouais, souvent les séances c'est quand même assez tout seul parce que c'est souvent les dispos de chacun et après c'est aussi s'ils sont en mesure de pouvoir courir 40 ou 50 kilomètres avec moi. Donc souvent bah des fois je fais une séance un peu tout seul et puis après je les récupère et je finis avec eux. Mais quand même la majorité du temps c'est un peu du sport tout seul, ouais. Ok. Ok. Et juste pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu conseillerais de faire attention quand on fait du trail pour les gens qui nous écoutent? Parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de volume, de grosses séances. Ce serait quoi ton conseil santé sur le trail si tu en avais un à donner aux gens qui nous écoutent?
Ben déjà de faire de l'ultra, c'est pas forcément quelque chose qui est bon pour la santé, on va dire, parce que faut pas trop se mentir. Mais en fait, c'est de kiffer quoi. C'est de, enfin, tu vois, si t'as envie de te faire le défi que tu vas faire là de ton 100 km, ben c'est de te dire que ça va être cool. Et après, le conseil, c'est de faire aussi en fonction de toi, quoi. Si de pas négliger certains paramètres, je pense que c'est important. La plupart des gens, en fait, ils font de ce sport-là, c'est pour du loisir et de pas négliger ta famille, ne pas faire les séances à te dire bah non, je vais pas faire des trucs avec mes enfants parce que je dois aller courir ou je dois aller faire du vélo. Ça pour moi, ça m'a toujours fait halluciner certains qui priorisent d'autres choses. Et pour moi, je pense qu'il faut garder ce côté bah, si tu fais du sport, c'est pour ton plaisir. Et si tu as la chance d'avoir des enfants, une vie de famille, ben priorise ça et fais du sport à côté, mais n'inverse pas les rôles, quoi. Bah nickel. Et pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu as peut-être un livre, quelque chose ou une chaîne YouTube, peu importe, qui t'intéresse, ça peut être sur le trail ou sur complètement autre chose, qui te stimule et que tu aimes bien à conseiller pour les gens justement qui nous écoutent? Ben, moi, je suis fan de vélos de collection, donc j'ai les plupart de mes pages, si tu regardes mon feed sur Instagram, ça va être que des trucs sur les vélos de collection et sur la nature. J'aime beaucoup la nature. Donc c'est ce genre de page. Après, je suis pas forcément des gens qui sont très pointus dans des domaines. J'aime bien suivre François Den parce qu'il a un peu la même notion que moi, tu vois. Faire du ski de rando, faire de la montagne, faire tout ça, ça c'est trop cool. Et puis non, après j'aime bien suivre des choses un peu plus simples, quoi. Tu vois, le vélo, j'adore le vélo, j'adore l'univers du vélo. Et Un puis prono, un prono pour cette année, le Tour de France? Qui c'est qui va gagner? ouais, je sais pas, hein. Est-ce que Tadej il va se relever de tout ça? Est-ce qu'il va arriver à tirer son épingle du truc? Je Ouais, sais pas. Mais, ça va être compliqué. Hâte mais de On voir est ça. tous pour, on est tous Vingegaard est pour lui. quand De toute façon. même. On est tous pour lui. Mais écoute, merci beaucoup. Merci les gars d'avoir été là. On s'est régalé. Pour les gens qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à nous mettre les 5 étoiles sur Spotify. Et à très très vite. Et bonne chance, Benoît, pour les nouvelles aventures. C'est quoi du coup les nouvelles aventures? Il y a un petit projet là qui arrive bientôt? Ouais, il y a peut-être un projet un peu multisport là qui s'annonce assez sympa où je vais faire peut-être vélo, un peu de la voile, un peu du trail, enfin faire une sorte de traversée là. Et Ok. puis encadrer les jeunes et puis leur inculquer mon côté bien-être et mon côté prendre du plaisir et pas trop se prendre la tête, quoi. Donc ça va être un Ok. Putain, ça va kiffer encore là, hein. Tu sais quoi, on a eu beaucoup de questions hein, justement sur toi. On nous a dit est-ce qu'il va revenir sur la diagonale, est-ce qu'il va pas revenir, son équipementier, quel équipementier il va avoir. Est-ce que c'est encore secret ou est-ce que tu peux nous le dire? Bah non, maintenant ça sera plus secret. En fait, j'intègre une équipe. C'est une équipe surtout axée sur les jeunes. Ça s'appelle Sidas Matrix. Et Ok. il y a Benjamin Roubiol qui est champion du monde en titre. Il y a Laure Paradan aussi qui est championne de France. Donc c'est surtout des 20, 28 ans, on va dire, un peu moins de 30. Et donc Thomas Janichon, qui est le big boss de tout ça, quand il m'a contacté, c'était bah, justement pour apporter mon expérience et expliquer aux jeunes un peu les trucs à pas faire, tu vois. Et puis on leur donne tellement de choses pour qu'ils puissent performer, tente à époxy, tout plein de trucs, calculer leur VFC, leur fréquence cardiaque, tous les taux de lactate et tout ça. Et ben leur montrer qu'il y C'est a c'est un autre monde pour toi, ça, non? ouais, ouais, ça hyper intéressant. Et en fait, c'est de leur montrer qu'il y a tout ça et qu'on leur met tout à disposition, mais que à côté de ça, il faut pas oublier l'essentiel, c'est de prendre du plaisir, quoi. Et Ok. donc c'est comme ça qu'on va mixer cette année et c'est hyper intéressant. Ben, super, c'était parfait comme mot de fin. Ben, merci beaucoup, Benoît, et merci les gars. On s'est régalé encore aujourd'hui dans ce nouveau podcast et à très très vite pour un prochain. Allez, À ciao. Merci bientôt. Benoît. Merci Ciao, Benoît. ciao. Salut.